Présidentielle en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié peut-il revenir au pouvoir? Eh bien, officiellement investi samedi par son parti, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé à l'union de l'opposition ivoirienne lors d'un meeting du côté de Yamoussoukro. Le Sphinx d'Aoukro ambitionne de revenir au pouvoir plus de 20 ans après avoir été renversé par un coup d'État, si possible avec l'aide de Laurent Gbagbo et surtout de Guillaume Kibafouri Soro. Et il faut également préciser que l'information de dernière minute du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel qui a annoncé le lundi, c'est-à-dire hier, 14 septembre 2020, la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Eh bien, Pascal Affi-N'Guessan du FPI, je pose bien la question de quel FPI il s'agit, Henri Konan Bédié du PDCI, Kouadio Konan Bertin, indépendant, affronteront bien sûr Alassane Dramane Ouattara du RHDP, lui qui avait déclaré haut et fort encore en mars dernier qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, est revenu sur sa parole parce que, dit-il, avait-il déclaré ce jour-là que son dauphin est parti de l'autre côté. En dehors de ces dossiers de candidature validés par le Conseil constitutionnel, ceux de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien entre 2000 et surtout 2011, de l'opposition, Soro Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, toujours de l'opposition, Mamadou Koulibaly, de leader opposition, Albert Mabry Touakeuse, UDPCI, eh bien, opposition toujours, Nyamien Konan, la nouvelle Côte d'Ivoire, et Amon Tano Marcel, indépendants, ont été déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel, ainsi que bien d'autres dossiers. Faut-il le rappeler, sur 44 dossiers de candidature réceptionnés par la Commission électorale nationale indépendante et transférés au Conseil constitutionnel, 40 ont été rejetés et 4 jugés recevables. J'ai donné d'ailleurs les noms tout à l'heure. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, on pose toujours la même interrogation. Il faut préciser également pour nos téléspectateurs ce matin que Madame Gbagbo a fait une sortie hier, eh bien, avec toute son équipe pour déclarer haut et fort qu'elle ne lâchera pas prise. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire? Eh bien, voilà les deux sujets qui nous intéressent d'ailleurs ce matin. Nous commençons déjà par parler de cette actualité depuis hier. Edmond Kouyaté, 44 dossiers, il n'y a que 4 qui ont été retournés, enfin, réceptionnés, déclarés positifs. C'est depuis hier à 15 h que nous avons reçu l'information par un informateur dont la crédibilité ne souffre de rien, que M. Ouattara avait envoyé une liste à M. Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, et cette liste affichait effectivement 4 noms dans l'ordre tel que retenu par le Conseil constitutionnel. Si vous allez sur la page de Chris Yapi, vous allez voir cette liste-là. Et donc, il y avait M. Ouattara, Affi-N'Guessan, Kouadio Konan Bertin, Di Kakabé et Henri Konan Bédié. Donc, voilà les 4 noms qui ont été retenus sur la liste de 44 candidatures déposées au Conseil constitutionnel. Et donc, 40 ont été invalidées, parmi lesquels les ténors, je vais dire les poids lourds de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Amon Tano, Mabry Touakeuse, Mamadou Koulibaly, et voilà, tous ceux-là, ils ont été rejetés. Et donc, il y a un certain nombre de variables qui se dégagent. D'abord, on constate que l'institution qu'on appelle Conseil constitutionnel, qui est juge, n'est-ce pas, constitutionnel, qui est là pour dire le droit, n'est rien d'autre qu'un outil entre les mains de M. Ouattara. C'est loin d'être un Conseil constitutionnel, c'est loin d'être un juge. Quand on sait pertinemment que le président du Conseil constitutionnel, effectivement, s'appelle Mamadou Koné, et on sait un peu, bon voilà, quelles sont les accointances avec M. Ouattara, et donc, ils nous ont donné la confirmation que ce Conseil constitutionnel n'est qu'un support, n'est-ce pas, entre les mains de M. Ouattara pour opérer sa forfaiture. Et donc, nous ne faisons plus confiance du tout. Je dis bien du tout, parce que je dis bien que c'est à 15 h que nous avons reçu l'information que
4 candidats allaient être retenus. Donc et que la liste est partie de la présidence de la République. La liste est partie de la présidence pour le Conseil constitutionnel. Il faut bien qu'on précise. Donc, il faut bien préciser cela. L'information disait nettement, comme vous l'avez dit, que M. Ouattara a envoyé la liste, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, et cette liste était constituée de 4 noms. Et ce sont effectivement les 4 noms qui ont été retenus, n'est-ce pas, en soirée hier par le Conseil constitutionnel. Entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est qu'un instrument entre les mains de M. Ouattara. Ça, c'est la première constante. La seconde, c'est que M. Ouattara s'est inscrit dans une logique de guerre définitive. C'est-à-dire que M. Ouattara a démontré qu'il faisait très mauvais ménage avec la paix. Il a donc choisi les candidats qui ne valent rien, qui n'ont aucun poids politique certain, mais qui vont tout simplement l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette opération de forfaiture, dans ce coup d'État constitutionnel qu'il veut opérer en Côte d'Ivoire. Il a choisi ses candidats. Et voyez comment il est choisi. Il choisit 2 félons, notamment M. Afin N'Guessan, qui est un félon du FPI, et dont la mission sera justement de taire, ou alors, si vous voulez, de mettre into brackets, de mettre entre guillemets toutes les voix du FPI. Et choisit l'autre félon du PDCI-RDA, M. Kakabe, qui est, n'est-ce pas, il est parti du PDCI-RDA, Kakabe, et dont la mission également sera d'effriter les voix du PDCI. Et donc, pour revenir même au thème que vous avez posé, à la thématique du jour, est-ce que M. Konan Bédié aura la chance d'être candidat? Et la réponse est non. Si on reste dans cette logique. Élu. Revenir même au président. Sera élu président de la République. Reviendra-t-il au pouvoir? La réponse, c'est non. Parce que M. Ouattara nous a démontré qu'il est dans une logique, qu'il est dans une construction. Et donc, la seule chose qui lui reste en ce moment, c'est de mettre la toiture. Il a déjà mis la fondation, il a déjà élevé les murs, il ne lui reste que la toiture, eh bien, c'est-à-dire d'être élu, n'est-ce pas, en octobre comme président. Il va faire, n'est-ce pas, son 3e mandat. Mais ce sera sans compter avec la réaction, bien sûr, des Ivoiriens, parce que ce que je sais, c'est que les Ivoiriens ne vont pas permettre à M. Ouattara d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de cette forfaiture-là. Il n'ira pas jusqu'au bout. Et donc, M. Afin N'Guessan, félon du FPI, M. Kouadio Konan Bertin, félon du PDCI, et donc ça lui donne la possibilité de laminer, de neutraliser les 2 gros poids lourds, les 2 grands partis, les 2 grosses formations, n'est-ce pas, de la vie politique ivoirienne, une fois qu'il a laminé cela. Parce que ce qui va se passer, c'est que ces 2 félons vont donner des consignes de vote, n'est-ce pas, au soir du 1er tour. Ils vont donner des consignes de vote, et puis c'est ce qui va discréditer M. Henri Konan Bédié. Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que le même scénario qu'en 2010 va se passer. On va dire, M. Afi a donné, n'est-ce pas, les consignes de vote. On va dire que le FPI, les réservoirs de vote du FPI se sont déversés au RDR. Monsieur Kouadio Konan Bertin, parce que tout le monde sait, depuis que monsieur Afin N'Guessan, il vivote avec cette histoire, il n'a jamais pu glaner 5%, n'est-ce pas, des voix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au soir du 1er tour, ils vont dans une espèce de, je sais pas trop quoi, ils vont bidouiller un truc en disant non, nous reportons, nous faisons une alliance, nous donnons des consignes de vote pour que, n'est-ce pas, pour voter à Alassane Dramane Ouattara, et ça va lui permettre, ça c'est connu, parce qu'ils n'y vont pas parce qu'ils croient qu'ils peuvent être président, ils vont pour remplir une mission. Ce sont des mercenaires qui sont payés. Nous savons que ce qui s'est passé avec M. Afin N'Guessan lorsque François Hollande est arrivé en Côte d'Ivoire, il avait reçu pour mission, il avait reçu de l'argent, et sa mission, c'était de, n'est-ce pas, de récupérer le FPI et de faire oublier Laurent Gbagbo. Mission qu'il n'a jamais réussi au demeurant. Et il doit comprendre qu'il ne peut pas réussir cette mission parce que l'esprit que M. Laurent Gbagbo
a sémé en Côte d'Ivoire, a planté en Côte d'Ivoire, ne va pas disparaître aujourd'hui et ne sera pas prêt à disparaître demain. Donc il ne peut pas réussir dans cette mission. Donc nous savons dans quel esprit M. Afin N'Guessan va à cette élection. Donc M. Konan Bédié n'aura pas de chance d'être élu parce qu'il y a déjà une machine qui est mise en place, il y a une mission qui est mise en place et donc tout ce qui va se passer en octobre ne sera qu'une parodie pour donner du crédit à ce que, n'est-ce pas, à la forfaiture de un habillage démocratique à la forfaiture de M. Ouattara. Patient Parfum d'Homme, 44 candidats. Au départ, on le déclarait haut et fort ici que c'est trop. Aujourd'hui, il n'y a que 4 personnes qui ont été retenues. L'une des questions que je vous poserai dans cette question d'ailleurs, c'est le FPI de Pascal Afin N'Guessan. C'est de quel FPI on parle? Bon, écoutez, nous sommes là en pleine manifestation. Oui. Ce que c'est la France-Afrique. J'ai souvent tendance, de plus en plus, j'espère que sur le plan pédagogique, ça va finir par porter, de revenir tout le temps dans l'histoire et de faire des comparaisons. Oui. Je vous ai dit que c'est les mêmes réalités que nous avons, de Dakar jusqu'à Brazzaville. Sur tout cet ensemble, ce sont les mêmes problèmes qui sont d'ordre structurel, ils ne sont pas qu'économiques et sociaux, ils sont aussi politiques. Regardez ce qui s'est passé, prenons le cas du Cameroun. On va faire un parallèle pour que les gens comprennent rapidement. Je crois que la plupart de nos auditeurs sont des Camerounais. En 1960, alors que l'UPC est interdit dans 1955, M. Amadou Ahidjo lève l'interdiction de l'UPC et permet à une branche qui lui était favorable, celle de même type, de pouvoir compétir. Cette branche-là, on fait des élections locales dans la Grande Sanaga maritime. Oui. Et à partir de ce moment-là, on va introduire au sein de l'UPC ce fractionnement, ce schisme. Mais Matip ira à l'Assemblée nationale, alors qu'au même moment, en 60, je l'ai dit sur votre plateau hier, le président Félix Roland Momier est encore vivant. Le président Ernest, son vice-président Abel King est vivant, et le second, Ernest Wandié, sont vivants. C'est eux qui ont la légitimité pour parler au nom de l'UPC, obtenu au congrès de 52 de Zeka. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas jamais un autre congrès. Alors, M. Ouattara ne fait que copier l'exemple du Cameroun. Il s'est dit, je m'en fous, je prends un individu, je l'habille en FPI, et c'est lui, mon FPI, que moi, j'ai choisi. Et ça veut dire que je vais composer pour la suite. Donc, ce qui se passe là, aide-moi à commencer à l'expliquer, quand vous regardez très bien, c'est quoi? C'est que, ayant non content de cette énième passage en force, mais il veut essayer de présenter aux yeux de l'opinion internationale qu'effectivement tous les principaux groupes politiques sont représentés. KKB. N'est-ce pas? Oui. C'est pour essayer de, soi-disant, non, en fait, l'explication qu'on prépare aux gens de comprendre, c'est que Konan Bédié n'aura pas un grand score parce que KKB a grignoté une partie de l'électorat du PDCI. Fesse. Deuxièmement, avec AFI, c'est démontré que non, le FPI a été bien ou bien à ces élections, malgré leurs 5%. Donc on a avec le corps électoral souvent qui est lui aussi plus que minable. Et troisièmement, on a exclu, soi-disant, Soro du jeu, Bagbo du jeu, mais aussi Mabri Touakeuse du jeu. Donc tous les dissidents du RHDP, Mamadou Koulibaly et consort. Donc, écoutez, nous sommes dans une élection normale qui consacre le fait que les Ivoiriens veulent tourner la page parlant de ce nouveau, comment dire ça, de cette nouvelle république avec ce troisième mandat qui pour Ouattara est le premier mandat de la nouvelle république. C'est exactement comme ça que la France-Afrique procède partout. Elle veut faire des coups. Ouattara n'a rien inventé. Au contraire, il a piqué ailleurs pour l'appliquer aux Ivoiriens. Ce qui est dangereux, je reviens toujours dans l'histoire, et c'est là où c'est dangereux. Même en politique, Stivian Moral. Vous voyez cette image-là, Soro et Bédié. Oui. Vous vous souvenez que ce sont ces deux individus qui avaient pactisé avec M. Ouattara, soi-disant, pour combattre l'homme qui ne voulait pas la démocratie. Et vous voyez, nous avons atterri. Et vous imaginez le travail qu'il faut faire maintenant pour remonter la pente, pour inverser la tendance et rétablir en réalité l'ordre à la fois constitutionnel et la légitimité populaire en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ce jeune, Guillaume Soro, aidé par son aîné, M. Bédié, oui, ont pensé que, comme ils étaient les chouchous de Paris,
et de la France-Afrique, il est hors de question que quelqu'un qui n'avait pas l'onction de Paris vienne à la table pour se partager ce gâteau. Donc, Laurent Gbagbo, on leur a monté, on leur a gonflé, ils étaient montés, gonflés de toutes pièces pour exclure Laurent Gbagbo de la course. Oui. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une dictature, elle ne fait pas de cadeau. Quand vous installez une dictature, elle va finir par manger ses propres enfants. C'est ce qui arrive. Donc, historiquement, quand en politique, les gens évacuent la morale sur le fallacieux prétexte que tous les moyens sont bons pour qu'ils soient efficaces, il arrive des moments où tous ces moyens sont bons là, se retournent contre vous-même. Maintenant, ils sont dans une bagarre à mort pour essayer de remettre un minimum de consensus républicain dans leur pays que eux-mêmes ont contribué à détruire. Que vont-ils dire aujourd'hui? Et qui ont été les premiers à casser complètement l'autorité du Conseil constitutionnel. Quand ce Conseil constitutionnel, avec M. Yao Dre, avait dit, oui, le gagnant de cette élection, c'est M. Laurent Gbagbo. Allez lire les discours de tous, de ces deux gars-là précisément. Mais pas que eux, même de Babri, Touakeuse et consorts. Ils ont dit certains conseils constitutionnels aux ordres. Il ne faut pas, il faut pas, il faut pas. Finalement, la force française de l'ONU, avec les supplétifs locaux, ont réussi à faire plier les Chines à M. Yao Dre, qui est revenu en mangeant son chapeau sur sa décision pour valider, n'est-ce pas, la prétendue élection de M. Ouattara. Et ils avaient partisan le diable. Si vous omettez de le dire, vous ne faites pas œuvre utile, vous ne faites pas votre fonction hygiénique sur le plan moral vis-à-vis des jeunes, n'est pas fait. Il faut le dire. Pour dire aux jeunes, il ne sert à rien sur le fallacieux prétexte qu'on veut enlever quelqu'un à tout prix parce qu'il ne vous plaît pas, d'aller partiser avec n'importe qui. Parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre vous et c'est la République qui va payer, n'est-ce pas, le plus cher. Là maintenant, nous sommes dans un fait accompli. La seule chose qui reste aux Ivoiriens, c'est de descendre dans la rue. C'est ce sursaut républicain, mais avec un prix à payer. N'oublions pas la première guerre. Selon les propres chiffres de M. Ouattara, on parle de 3000 morts. De 3000 morts. Alors que d'autres sources bien informées ne parlent plus de 20 000 morts. Ouais. Imaginons si maintenant le peuple se décide dans des coups d'Aïe Ouattara, qui a gonflé à bloc ses propres gars en disant attention, nous du Nord, on veut nous arracher le pouvoir, nous les musulmans, on ne veut pas de nous. C'est que ça peut donner. Et M. Ouattara, perfide, excusez-moi le terme, il est perfide. Il est pire que perfide. Là, dernièrement, il a fait une tournée dans une zone, dans une bourgade ivoirienne. Et vous savez ce qu'il a déclaré? Non. Si je suis réélu, autant pour moi, si je suis réélu, je ferai tout pour faire revenir M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Comme si actuellement, il n'en avait pas les capacités. Il est chef d'État. Vous voyez comment on conditionne les gens, on prépare psychologiquement les gens pour dire aux gens, bon, le président a dit que si il est réélu, il va faire revenir comme s'il n'avait pas les manettes en main. Vous voyez comment c'est pernicieux. Donc la politique dans la France-Afrique, c'est Paris qui donne le OK. Et Paris a décidé que pour l'instant, c'est Ouattara qui est son pion. Pourquoi? J'en avais discuté en off avec Edmond. Ouais. C'est la question de l'écho. Quel est le meilleur partenaire de Macron pour valider l'écho Macron? C'est Ouattara, parce que les autres traînent les pieds. Talon n'en veut pas. Bon, il faut oublier les anglophones, c'est-à-dire que le Ghana et le Nigeria, pour nous, c'est hors de question. Même Kaboré, il n'est pas très enthousiaste. Leur meilleur pion pour imposer l'écho au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est Ouattara d'ailleurs qu'il a déjà... Est-ce qu'il sera suivi d'ailleurs? Non, attends. Puisqu'il est seul. Mais attention, vous savez que la France a des mots de pression. Est-ce que tu as de l'argent? Toi, en France, c'est facile pour toi. Quand Paris va décider que, bon, quand vous ne voulez pas suivre l'écho, nous, il n'y a plus l'argent qui veut les chamadier, vous allez faire comment? Les gens vont aller en rampant. Et vous regardez très bien. Ici, au niveau de la zone Afrique centrale, les chefs d'État qui sont réunis, la réunion, pour parler de cette question, ils ont dit, ah, on attend. Si l'écho de l'Afrique de l'Ouest marche, nous allons nous arrimer à l'écho de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la France a gros à perdre dans l'affaire. Son seul pion qui nous permet d'opérer, n'est-ce pas, c'est ce passage en force et nous imposer de nouveau une nouvelle monnaie coloniale, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils ne vont pas perdre. Le meilleur joker,
sur le facieux prétexte que Edmond Kouyaté ou bien Anatole Aïssi veut qu'il y ait une démocratie en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à cirer. Et ils l'ont démontré plusieurs fois dans notre histoire qu'ils n'ont rien à cirer de nos vœux, de nos soucis, je ne sais pas, de nos aspirations. Ils n'ont rien à cirer. Ce qui est important pour eux, c'est de maintenir le cap pour fixer des règles dans son précaré france-africain, n'est-ce pas, pour continuer à piller nos richesses et avoir des hommes riches à la tête de nos États pour continuer à sale besoin. Même cette histoire-là de la candidature de Bédié, je l'avais dit depuis qu'elle pose problème. On va le voir plus tard, puisque je ne suis pas sur le plateau, mais elle pose problème parce qu'elle va servir d'alibi à M. Ouattara, justement de dire que non, mais j'avais dit, d'abord lui-même l'a dit, j'avais dit que je me présente plus. Mais à condition que les ténors là aussi ne se présentent pas. Pourquoi eux ils sont candidats? S'ils sont candidats, moi aussi je peux remplir. Donc, il pose une condition qui n'a rien à voir avec la Constitution elle-même. Il faut laisser la Constitution parler, n'est-ce pas? Vraiment, de manière absolue. Mais non, lui, il fixe ses propres règles, comme l'avait fixé la règle de son prétendu successeur. On sait comment ça s'est terminé. Donc, j'ai bien peur pour la Côte d'Ivoire ce matin. J'ai bien peur pour l'Afrique ce matin. Et j'interpelle la jeunesse africaine. Si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous ne changez pas de grille de lecture, vous serez mangé à la même chose que les Ivoiriens sont en train de manger, que les Camerounais sont mangés depuis, qu'arrêté tous les peuples sur le précaré français sont mangés depuis pratiquement cette fameuse conférence de Brazzaville de 1944 qui a arrêté dressé cette chape de plomb qui pèse sur nos pays depuis ce moment-là. Jodel Caillot, vous avez suivi les uns et les autres. D'ailleurs, Edmond Kouyaté et Patient Pafindom, finalement, le 31 octobre prochain, on n'aura pas une élection, on aura juste un agenda caché qui est celui justement d'avoir un Nico pour que la France continue à piller les richesses sur le continent africain, surtout dans la zone France-Afrique. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur les brillants exposés qui ont été faits. D'ailleurs, je voudrais dire que il y a un aspect qui a été peut-être omis sciemment, parce que je ne peux pas douter de leur intelligence, et la succession depuis Houphouët. On a comme l'impression que c'est une poignée de personnes qui ont la Côte d'Ivoire entre les mains et qui essayent de se partager ce gâteau en jouant avec ce qu'on appelait sur un terrain politique, et chacun tire ses intérêts. Donc il faudrait que cela cesse, pas parce que ce n'est pas... pas parce qu'on ne pourrait pas, ou pas parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, mais que ce soit une fin d'un long règne. Parce qu'en réalité, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, la France derrière, avec le papa Houphouët, et après sa succession, vous savez, tous sont les mêmes. Bédié est toujours là, Ouattara est toujours là. Ils ont été ministres, président de l'Assemblée nationale, ministre, etc. Premier ministre d'ailleurs, à chaque fois, c'est les mêmes qui reviennent. Et pourquoi cela se fait? Parce que ça a été négocié dès la période précoloniale. Ce n'est même pas avec les indépendances. Donc il faudrait que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, parce que c'est vrai que Guillaume Soro est jeune, mais il faudrait que la jeunesse ivoirienne comprenne qu'on ne doit pas confisquer la France derrière je vais dire quoi, c'est Joker ou c'est je sais pas quoi, confisquer la Côte d'Ivoire, ses manettes, parce que le père Houphouët depuis déjà avait signé des pactes avec la France et ça continue avec sa succession. Ce n'est pas une histoire qui date de jeu, c'est pas Ouattara qui a proposé la Côte d'Ivoire à la France, ça s'est fait depuis, et en choisissant les successeurs, c'est parce que Houphouët savait que la France allait toujours régner au travers de ces pactes-là. Oui. Donc c'est à la jeunesse ivoirienne. Malheureusement, j'ai vu des candidatures jeunes, notamment qui ont été rejetées. Qui ont été toutes rejetées, la jeunesse ivoirienne. Pas forcément passer par la voie de la violence, mais d'exprimer leur ras-le-bol et de dire que trop c'est trop. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une période de transition africaine où tous les peuples ont ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre. C'est parce qu'on est dans une sorte d'étau qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour sortir de ces jougs-là, mais il est nécessaire de savoir que rien ne sera plus comme avant et de prendre les choses, les taureaux par les cornes, et de dire non, ça suffit. En dehors du jeu politique que tout le monde ne comprend pas, qui a été très bien exposé ici, je ne suis pas sûr que le jeune étudiant qui peine à trouver du travail voit tous ces enjeux-là, mais il sait que ça ne va pas. Il sait que ça ne va pas. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Et il y a l'enjeu de l'éco qui n'a rien à apporter en Afrique. Pourquoi la jeunesse ne devait pas être cette partie intégrante dans cette bataille-là? C'est le moment maintenant de dire non, si la jeunesse, et la jeunesse encore, elle est difficile à manipuler parce qu'elle
elle souffre, elle a ça dans elle, quoi. Elle ne peut pas se laisser corrompre parce que le mal est là. Il est clair que depuis un certain temps, depuis près de 60 ans, les richesses vont vers les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui sont à la table de négociation. C'est les mêmes personnes qui sont... Et pour arrêter cela, il faudrait que chacun se dise que bon, trop c'est trop, ça suffit. C'est vrai que cela a été fait avec Laurent Gbagbo, il y a eu des morts, etc. Le même chemin ne sera pas le bon, mais il n'est pas exclu qu'avec un peu de réflexion, avec un sursaut d'orgueil, de dire non, ça suffit. C'est très difficile parce que, et c'est ça qui manque souvent à la jeunesse, c'est le fait de dire on va s'y prendre comment. Quand vous allez voir les aînés, vous vous plaignez, on vous dit alignez-vous derrière nous, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous voyez l'affaire là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes là depuis longtemps. Mais c'est d'abord de gagner cette dignité-là et de dire non. Il y a plusieurs manières de manifester son mécontentement. Il y a plusieurs manières. Il y a des marches pacifiques. On ne demande plus aux gens d'aller chercher casser, les rebelles, briser, comme cela a été détruire. fait, parce que c'était des enjeux très politiques. Si c'est des enjeux citoyens aujourd'hui, des enjeux civiques, ça peut se mener d'une autre manière. Et à travers cela, la France va dire, ben, si on négocie avec les dirigeants et que le peuple n'est pas d'accord, ça ne vaut pas la peine. Et c'est pour ça que chaque citoyen doit jouer son rôle, mener des combats à son niveau, pour qu'ensemble, parce qu'un citoyen n'est pas un président de la République, un président de la République peut prendre une décision qui concerne un État. Mais un simple citoyen ne peut pas prendre une décision. Mais un ensemble de citoyens peuvent se mettre ensemble et dire non, on n'en veut pas, on ne veut pas de ces gens-là qui, depuis 70 ans, 60 ans, sont toujours là. Nous enferment dans une sorte de bulle, je ne sais pas quoi. Et trop, c'est trop, on se lève. C'est vrai que j'espère que le contexte de la marche n'est pas pareil qu'ici où on interdit aux gens de marcher. Mais là-bas, ils peuvent manifester ce mécontentement. Même là-bas, il est interdit de marcher, ne vous inquiétez pas. Interdit de marcher. Non, on est dans une dictature et on a tous ces plans-là en dénominateur commun, mais il y a toujours une manière de manifester son mécontentement et je pense que ça ne peut être que par la voie citoyenne, par la société, par le peuple. Parce que on a comme l'impression que il y a tout un damier, tout un puzzle qui est déjà là. Il ne reste que à mettre les pions ici, à mettre les pions là, dans une sorte d'impasse où Ouattara a déjà tout manigancé avec la complicité de la France et avec Macron qui fait semblant de ne pas être complice en lui demandant d'ajouter encore un peu de temps pour voir si les autres vont se retirer, si qui va ajouter. On joue toujours à un jeu politique que tout le monde ne comprend pas toujours et qui est très difficile à cerner, très difficile à combattre parce que les enjeux, au-delà de ce qu'on espère, de ce qu'on voit, sont plus lointains. Vous voyez que si on doit couper avec cette France-là, en dehors de tout, je pense à tous nos dirigeants africains qui sont déjà tous des corrompus et cette qui sont dans la même sauce. Hein. On ne peut pas compter sur eux. Il faut passer par la jeunesse, par le devoir citoyen. Malheureusement, la jeunesse, personne ne la regarde. Hein. Mais la jeunesse à elle-même doit se faire regarder. Si on ne vous regarde pas, attirer l'attention vers vous. On a vu ce que ça a fait avec le printemps arabe, même si les retombées n'ont pas été ce qu'on espérait. Mais il y a toujours un moyen. On ne peut pas compter sur ces politiques-là pour sortir du joug français. Je suis désolée. Parce que tous sont compromis. Ouattara, là où il est là, il ne peut pas non plus sortir de là. Donc pour vous, il va gagnant pour l'élection de 31 octobre prochain. Tel que cela est parti, il va gagnant, sauf si le peuple dit non. Et c'est pour ça que je dis... J'en appelle au sursaut d'orgueil citoyen. Je parle bien de citoyenneté, je ne parle pas du voyoutisme. Parce que si on va avec des élans de guerre, des élans de combat, etc., ça ne va pas marcher. Mais si on va en revendiquant le droit, qui est le droit à la liberté, parce que ça c'est une atteinte grave à la liberté, on empêche au peuple ivoirien de jouir de cette liberté, de choisir qui il veut à la tête de son État. De son État, justement. Donc il va, c'est un appel fort au peuple, à la jeunesse ivoirienne, qui depuis plusieurs années, ces gens ont été ministres à 32 ans. Il y a ceux qui étaient premiers ministres à 35 ans. Aujourd'hui, ils sont là jusqu'à présent à 86 ans. On veut encore imposer les ministres à cet âge-là, alors que cette jeunesse ne rêve que à prendre aussi les commandes, à essayer de diriger. Et j'espère, avec cet esprit pur-là, pas de compromission pourrait mettre fin à cette dépendance occidentale. On vous comprend parfaitement, Judel Kayu, merci beaucoup pour cette première prise de parole. Albert Anatola, ici, y a-t-il un risque aujourd'hui que les Ivoiriens descendent justement dans la rue pour dire non? Parce que jusqu'à preuve de compte, on n'a pas encore la réaction des uns des autres. En dehors, il faut le dire, de Madame Gbagbo qui est sortie hier pour déclarer haut et fort qu'elle tient justement à dire non.
Je voudrais tout simplement rappeler à Jodel Kayou que hier, les jeunes de Yopougon ont marché, ont engagé une des manifestations qui ont été réprimées. Donc, c'est pour dire que c'est verrouillé. Donc, l'appareil répressif est en marche désormais depuis la Côte d'Ivoire et depuis en Côte d'Ivoire. C'est juste une parenthèse. Je sens que vous êtes très idéaliste. Mais écoutez, pour revenir très sérieux, je voudrais convoquer deux choses. La première, c'est quoi? C'est, vous savez, tout à l'heure dans mon coup de gueule, j'ai convoqué le respect de la légalité républicaine, c'est-à-dire les lois. Et dans le casting du respect de la légalité républicaine, malheureusement, déjà dès le départ, M. Ouattara, qui est censé être un modèle de respect de respect de la légalité républicaine, a vu la Constitution. Deuxième chose, il a choisi ses adversaires politiques en distribuant des biscuits de 20 ans de prison de part et d'autre. Deuxième chose, il a également choisi ses adversaires politiques dans le cadre de, n'est-ce pas, de ce qui va se passer le 31 octobre prochain au nom d'une élection présidentielle. La troisième chose que je voudrais dire, après donc justement l'invalidation, après le verdict du Conseil constitutionnel hier, il existe, avant d'aller à l'élection, je pense que la plupart des candidats qui ont été écartés, n'est-ce pas, du jeu électoral, peuvent maintenant engager un contentieux préélectoral, justement, pour faire valoir leurs droits. Parce que c'est quand même assez gros. Vous ne pouvez pas avoir 40 prétendants à une élection. 44 au départ. 44 au départ, et vous ne vous retrouvez qu'avec 4 personnes. Ça veut dire que tous les autres candidats n'ont pas pu respecter les conditions de candidature. Non, il y a un problème. Il y a un très gros problème. Ça, c'est d'un de deux. Et il me semble que la candidature d'Alassane Dramane Ouattara devait faire l'objet d'une invalidation au regard du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des libertés, qui est une juridiction supranationale aux institutions de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné, qui est un pro-Ouattara, n'a pas voulu prendre sur lui justement sa responsabilité de l'invalider au nom justement de cette institution, de cette décision d'une institution supranationale? La question demeure. Donc, nous savons également que lorsque nous convoquons les éléments historiques, notamment pour ce qui concerne l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire, ce même personnage du Conseil constitutionnel était aux manettes. C'est-à-dire qu'il a créé une jurisprudence qui a permis à M. Ouattara de briguer un second mandat, de briguer à nouveau un troisième mandat, enfin un premier mandat pour la Troisième République, ce qu'ils appellent là-bas, comme ils appellent là-bas. Aujourd'hui, je pense que, je crois que le grand frère Patient Domla dit assez clairement, c'est-à-dire qu'en fait, la France a besoin d'un support en Côte d'Ivoire pour défendre et préserver ses intérêts. Donc vous êtes d'accord avec Jodel Kayou que depuis... C'est de ça qu'il s'agit. Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, on prend les mêmes et puis on recommence. Dans tous les cas, lorsque vous voyez M. Pascal Affinguesson, M. Henri Konan Bédié, ils écrivent les correspondants à qui? À Macron. Est-ce que ça dit à quelqu'un d'autre? Ils n'adressent pas leur correspondance à l'Union africaine. Au peuple ivoirien. Au peuple ivoirien, bien au peuple africain. Ils adressent leur correspondance à M. Macron. Donc ça veut donc dire que c'est la France qui doit pouvoir résoudre les problèmes ivoiriens. Nous ne sommes pas dans une rupture, malheureusement. J'apprécie le fait que M. Henri Konan Bédié ait fait un tour du côté de Yamoussoukro, qui est une ville abandonnée, qui constitue un patrimoine ivoirien. Parce que lorsqu'on se dit héritier, on doit pouvoir respecter quand même l'héritage de son père. Oui. Et il me semble que ces différents acteurs qui se réclament aux fouettistes ont abandonné cette ville qui a été construite par leur père, par le défunt père. Donc là, on se retrouve dans une entourloupe politique, dans une escroquerie politique, dans une hypocrisie politique. Pourtant, samedi dernier, Henri Konan Bédié y est arrivé, il y avait du monde. Ça, c'est pour des fins électoralistes. Donc, depuis, je dis bien, c'est pour ça que je salue au moins cette symbolique-là, qu'après plusieurs années d'abandon, pour une fois, il y a Yamoussoukro, qui est une ville abandonnée, délabrée, a quand même vibré pour une fois, le week-end dernier, au rythme d'une sorte de résurrection. Je voudrais terminer en disant que les Ivoiriens, à mon sens, avaient besoin, ont rêvé et rêvent d'une rupture avec la France.
malheureusement, les mêmes acteurs, que ce soit celui qui se prévaut être le candidat du Front populaire ivoirien, il est pro-français. Donc, ça veut dire que même si par... Faisons un peu de la fiction. Même si par extraordinaire, il était élu président de Côte d'Ivoire, au soir du 31 octobre prochain, il va aller faire allégeance à Macron. Donc, il va préserver les intérêts de la France. La preuve, nous savons que pendant que la majorité des pères fondateurs et des militants du Front populaire ivoirien, le vrai, militaient pour, n'est-ce pas, la libération de Laurent Gbagbo, M. Parker Affi-N'Guesson, lui, il voulait plutôt un rapprochement. Il se battait pour un rapprochement avec le pouvoir en place. Oui. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une sorte de divergence d'opinion, de point de vue et surtout d'objectifs. Je crois donc que ce qui est intéressant et ce qui est important de dire, c'est quoi? C'est que tous ces 4 acteurs, du moins, ces 3 acteurs, puisque l'autre est là, ils ne vont pas défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire résilier ces accords avec la France, avec la France-Afrique, qui appauvrissent les Ivoiriens, parce qu'il faut quand même noter, et c'est important de le dire, les Africains, au même, je parle des Africains, l'espace francophone d'Afrique, au même titre que les Ivoiriens payent les chômeurs et les grabataires des Français. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire c'est en Afrique francophone que la France vient chercher de l'argent pour aller payer ses chômeurs, pour aller payer ses grabataires. Pendant ce temps, il y a les grabataires ici et surtout il y a les chômeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, il faut que les enjeux sont là, parce que pourquoi est-ce que un pays étranger, je suppose que la France est un pays étranger en Côte d'Ivoire, peut se mêler les histoires de la monnaie qui relèvent d'une étude de souveraineté. Si cet État, ce pays n'avait pas d'intérêt, il faut bien que vous m'expliquiez cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut une véritable rupture. Il n'y a pas de rupture douce, je suis désolé pour Jodel, il ne peut pas avoir de rupture douce. Il faut une rupture brutale et violente. Edmond Kouyaté, la semaine dernière, il faut préciser également pour nos téléspectateurs, Alassane Dramane Ouattara était à Paris. Et d'après les indiscrétions, il n'a pas été reçu tout de suite. Mais pourtant, nous le savons tous, eh bien, apparemment, il a eu l'adoubement de la France, qui lui donne d'ailleurs carte blanche pour aller à cette élection du 31 octobre prochain, puisqu'il nous a sorti les 3 jokers qu'il avait. 6 jokers, il s'agit. Steve, je vais faire un petit rappel historique, parce que très souvent, quand nous expliquons certaines choses, cela relève de la fiction. Pourquoi justement? Parce que c'est très compliqué. Oui. Quand on parle de la France-Afrique, lorsque vous n'entrez pas dans les profondeurs de cette histoire, tout ce qu'on va vous expliquer, ce sera de la fiction. C'est-à-dire, ce sera comme si des gens racontent des... C'est un film. Oui, c'est un film. Vous parlez de la visite de M. Ouattara à Paris dernièrement, et vous savez, cela nous a donné l'occasion de nous revoir, d'être en face une fois de plus devant la malice, l'hypocrisie et la perfidie française dans la France-Afrique. Vous savez ce que Macron a dit? Macron, au sortir de sa rencontre avec Ouattara, fait une déclaration en disant « Je m'en tiens à ma déclaration à Ouagadougou, qui est celle de ne pas me mêler dans les affaires intérieures des pays africains. » Ça, c'est ce que M. Macron dit. Et justement, c'est ce qu'il avait dit lorsqu'il était à Ouagadougou et lorsqu'il était harcelé par les étudiants burkinabés qui lui posaient des questions, à savoir pourquoi est-ce que la France continue de se mêler dans les affaires, et la question butait justement sur le CFA. Parce que c'était un étudiant tchadien à l'époque qui lui avait posé la question: pourquoi est-ce que vous continuez de nous imposer le CFA? Il a dit non, la France a un principe, c'est de ne pas se mêler dans les affaires intérieures des pays africains. Monsieur Macron, en faisant cette déclaration, oubliait qu'il y a juste quelques jours, sa ministre de la Défense, Madame Parly, venait de donner des injonctions sous son contrôle, venait de donner des injonctions aux militaires
maliens pour leur demander, c'était des injonctions, c'était des injonctions leur demandant de remettre le pouvoir aux civils et leur indiquer un chronogramme. Elle venait de le faire. Et là, M. Macron n'avait pas trouvé que c'était de l'ingérence. M. Macron oublie qu'en le disant, il y a en ce moment et depuis 2010 des troupes françaises 1600 soldats stationnés en Côte d'Ivoire et lesquelles troupes se sont vues renforcées il y a juste quelques jours dès que M. Ouattara a déclaré sa candidature. Pourquoi? Que font les militaires français dans un pays ivoirien qui est paisible, où il n'y a pas les terroristes? Parce qu'on va nous dire qu'au Mali, c'est parce qu'il y a les terroristes. Mais il n'y a pas de terroristes que je sache en Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire. Il y a une base militaire, mais c'est pour faire quoi? Une base militaire derrière la présidence de la République. Derrière la présidence. Partout où ils mettent leur base militaire, c'est pour nous expliquer que, voilà, il y a le terrorisme au nom au nom du principe de lutte contre le terrorisme là où il se trouve, pour empêcher qu'il ne vienne nous trouver là où nous sommes, nous allons le combattre là où il se trouve. Mais en Côte d'Ivoire, il ne me souvient pas qu'il y a un terrorisme ou bien qu'il y a même des velléités terroristes en Côte d'Ivoire. Et donc, que fait une base militaire française? Donc, vous voyez la malice et l'hypocrisie de la France, la perfidie. La France a un visage politique hideux en Afrique. Il faut le dire aux gens. Et je l'ai toujours dit, je soutiens. Tant que nous allons nous livrer à des guéguerres internes pour savoir qui remplace qui en Afrique, qui occupe le siège en Afrique, tout le monde veut le siège, Edmond. Tout le monde veut le siège. Jamais résolu le problème africain, du moins dans le précaré français, du moins dans les enclos coloniaux français, les 15 pays de l'Afrique francophone. Il faut qu'on comprenne que nous n'avons qu'un seul problème, c'est cette sangsue, cette parasite France qui nous suce le sang et qui nous a déjà vidé de notre sang et qui est prête à s'attaquer à notre moelle épinière pour nous affaisser définitivement. C'est de ça dont il est question. Albert Anatola, ici, quand tu dis que c'est les Africains qui payent les grabataires, mais tu ne dis pas ce qui... C'est... La France est assise sur le dos des Africains. Dis-moi... Sur le cou. Le genou sur le cou des Africains. La France a son genou sur le cou des Africains. Et nous n'arrivons plus à respirer. Pour que la France ait l'électricité, il faut qu'elle ait l'uranium gratuitement au Mali. C'est pour ça qu'on peut tuer tous les Maliens. Il faut qu'elle ait l'uranium gratuitement au Niger, alors que le taux d'électrification au Niger n'atteint pas 20%. Il faut qu'on se le dise. C'est ça qui est la vérité. La France a la plus grande réserve d'or mondiale. La France n'a pas un gramme d'or sous son sol. Il faut qu'on se le dise. Tout ce or vient de l'Afrique. Ayons le courage de le dire. La France est premier pays exportateur de bananes. C'est la banane de Njombe Penja de PHP. La France n'a pas un plant de bananier sous son sol. En dehors peut-être de la Guyane et je ne sais pas trop quoi. Mais en France, la France n'a pas un plant de banane. Donc il faut qu'on se dise les vérités. Le grand frère Patient d'Homme a essayé de faire plein pied dans l'histoire, dans qu'est-ce qui fait problème. C'est un problème d'écho. Monsieur Macron, lorsqu'il était à Ouagadougou, justement, on lui pose la question sur le franc CFA. Sa réponse a été très vite de dire, ça c'est l'affaire des Africains. La France n'a rien à y voir. Et monsieur Ouattara, au sorti d'une visite à l'Élysée avec monsieur Macron, au perron de l'Élysée, alors qu'on ne lui a posé aucune question, s'est pressé de dire le franc CFA, il faut que je fasse une mise au point. Le franc CFA, c'est l'excellente monnaie. C'est la chose la plus... C'est la plus belle chose que nous avons reçue de la France. Qui puisse, n'est-ce pas, que les Africains aient pu recevoir de la France. C'est une monnaie stable, c'est une monnaie qui nous permet de stabiliser nos économies. C'est la plus belle monnaie que nous avons. Ça, c'est monsieur Ouattara. On ne lui avait posé aucune question. Coup de tonnerre,
Monsieur Macron, qui disait à Ouagadougou, qui n'a rien à voir dans le franc CFA, se retrouve avec Monsieur Ouattara, qui disait au perron de l'Élysée que le franc CFA c'est la plus belle chose et que d'ailleurs c'est la propriété des Africains et que la France ne décide de rien dans cette histoire. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire et nous font une annonce pour le moins un peu surprenante en disant nous avons décidé d'apporter des réformes au franc CFA. Et nous avons décidé de remplacer le CFA par l'éco. Et ils annonçaient la sortie de l'éco justement pour juillet 2020. C'est passé, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas, l'éco n'est pas opérationnel. Et donc c'est un problème pour la France. Parce que le jour où le franc CFA va mourir de sa belle mort, le jour où les Africains, les 15 pays africains qui travaillent à travers le franc CFA structuré, je n'aurai pas le temps de revenir dans les détails techniques, mais tel que c'est structuré, c'est pour que tout ce que nous avons puisse partir à la France, parce que quand vous vendez votre bois, votre cacao, votre pétrole, la France, on paye, ça reste en France, et la France imprime du papier hygiénique qui est le CFA qu'on vous donne. Le CFA avec lequel vous ne pouvez pas aller au Japon payer une machine à raboter le bois, alors que vous avez le bois chez vous. Le CFA avec lequel vous ne pouvez pas aller en Chine acheter, n'est-ce pas, une foreuse pour venir forer ne serait-ce que de l'eau, alors que vous venez de vendre votre pétrole. Pour que vous achetiez encore une machine, il faut vous tourner encore vers la France. C'est ça dont il est question. Donc tout ce qu'on vend en Afrique chez nous depuis, on nous imprime des papiers hygiéniques qui nous sert qu'à nous ici. Mais notre vrai, notre argent, pétrole, bois, cacao, tout vendu reste en France. Et le jour où vous avez besoin d'acheter, je ne sais pas quoi, n'importe où, puisque nous ne fabriquons rien, il faut demander à la France pardon. Et puis que la France consente à vous prêter un peu d'argent. C'est pour ça que nous sommes dans une spirale d'endettement. Et donc, c'est ce système qui permet à la France de rester la 4e puissance mondiale, d'avoir, n'est-ce pas, un rayonnement diplomatique, d'être membre du Conseil de sécurité, d'avoir un droit de veto. C'est tout ça qui permet à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, avec cette histoire d'éco, comme les accords étaient signés en 45 pour 75 ans et arrivaient à terme en 2020, il fallait donc trouver une entourloupe. Parce que on a tellement mené des débats sur le franc CFA que ratifier encore le même contrat, renouveler le contrat avec le nom CFA, ça paraissait grossier et grotesque. Et donc M. Ouattara et M. Macron se sont assis, ils ont trouvé une entourloupe. Il y avait un projet éco dans la CEDEAO et ils ont trouvé que c'était, n'est-ce pas, une passerelle de sortie pour réimposer, pour transformer le CFA. C'est comme ça donc ils ont annoncé le CFA pour juillet 2020. Malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, il n'existe pas cet éco. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que, premièrement, les géants de la CEDEAO n'en veulent pas. M. Boari a déjà donné sa position, le président ghanéen a donné sa position. Et même les autres présidents n'en veulent pas. Et donc, la seule façon d'imposer cela, c'est d'utiliser un pays qui a un poids économique important et qui est un moteur de la sous-région. Ce n'est que la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il faut trouver quelqu'un qui soit d'accord de porter ce projet. Ce n'est que Ouattara. Parce que Macky Sall, qui est le deuxième turiféraire de cette histoire, malheureusement, le Sénégal n'a pas le poids économique pour imposer cette monnaie à la sous-région. Parce que si la Côte d'Ivoire adopte l'éco, le Burkina Faso n'aura pas d'autre choix que de le faire. Les autres pays de l'UEMOA n'auront pas d'autre choix que de le faire. C'est de ça dont il est question. Et une fois que l'éco passe à la zone UEMOA, les pays de l'Afrique centrale, qui au demeurant ne se prononcent pas jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne veulent plus du franc CFA, mais qui ne disent rien. Parce qu'il faut le dire, ils ne disent rien pourquoi? Pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils savent les conséquences immédiates quand tu touches à cette histoire. Dès que tu parles du CFA, et il faut profiter pour dire à nos téléspectateurs, ne croyez pas que vos présidents sont si peureux que ça. Si tu parles du CFA aujourd'hui au Cameroun, avant 20 h, Boko Haram sera très virulent dans le nord. On va même vous dire qu'ils sont arrivés à Maroua. C'est de ça dont il est question. Barkhane est là pour ça.
Toutes ces missions, toutes ces bases militaires qui sont au Tchad sont là pour ça, pour former des terroristes qu'on pulvérise dans des nations qui ne sont plus dociles. Et donc, il faut le savoir. Donc, ces présidents, quand ils n'en parlent pas, c'est pas parce qu'ils sont si croates que ça, c'est pas parce qu'ils sont si peureux que ça, mais c'est parce que la France, il faut combattre la France, il faut dire à la France, c'est à nous de dire à la France, nous n'en voulons pas. Le jour où un président en Afrique centrale, là, il ouvre la bouche pour en parler, vous verrez ce qui va lui arriver. Obiang en sait quelque chose. Déby en sait quelque chose. Quand il a ouvert la bouche pour parler du franc CFA, les rebelles sont arrivés jusqu'aux portes de N'Djamena. Et donc, c'est la France qui, après lui avoir dit, est-ce que tu as compris la leçon? Il a dit oui, on a encore envoyé les avions français bombarder les rebelles. C'est comme ça que ça marche, la France-Afrique. C'est une... Mais c'est... Donnez la parole à quelqu'un d'autre. On vous comprend parfaitement, Edmond. C'est très fâcheux en tout cas d'en parler. Ça nous énerve tous, ça nous met en colère. Messieurs, avant de revenir pour prendre la dernière prise de parole pour les 3 autres panélistes, je veux vous prier de regarder avec nous cet élément de Simone Gbagbo lors de sa sortie hier. Après, justement, il faut le préciser haut et fort, que Alassane Dramane Ouattara ait choisi les candidats, il faut le dire, à sa pointure pour l'élection du 31 octobre prochain. Je viens d'écouter très attentivement la déclaration du président du Conseil constitutionnel sur les candidatures aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les résultats que nous avons entendus confirment toutes mes appréhensions. Sur 44 candidats, seuls 4 ont été retenus. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel en rapport au parrainage et à la caution de 50 000. Seulement pour 2 candidats, M. Sourouki Bafori Guillaume et M. Babo Laurent, on nous parle de la radiation sur la liste électorale. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseye pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidat et pour être électeur. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. Il faut que nous nous asseyions pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyions tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère que il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pourrons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous
n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. Merci. Merci à la réalisation pour cet élément. Il faut préciser par ailleurs, vous avez suivi Simone et Yves Gbagbo. Revenir d'ailleurs sur la décision qui a été prise hier par la Cour constitutionnelle du côté de la Côte d'Ivoire avec 4 candidats qui ont été choisis sur le volet. Je vais me tourner vers Patient Parfum. Donc plus que 12 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Votre réaction? D'abord, je pense que nous avons face à nous, avec cette sortie de Madame Simone Gbagbo, une femme politique. les gens pendant ceux qui ne veulent pas voir la vérité, ont tendance à assimiler Madame Simone Gbagbo comme l'épouse du chef de l'État. Mais non, c'est faux. Certes, il y a des épouses du chef de l'État de manière stricto sensus, mais elle, c'est d'abord une femme politique. Oui. Elle a découvert son époux dans le combat. Combat politique, ouais. Attention, c'est pas quelqu'un qu'on a épousé et qui est arrivé dans la vie politique. Et qui a commencé à faire la politique. Fraction. Non. C'est une femme politique, c'est une intellectuelle de haut vol, professeur d'université, syndicaliste aussi, de bon teint, mais qui a découvert, ou bien a rencontré son époux qui sera plus tard chef d'État dans la lutte politique. Donc, on voit là que nous sommes en face d'une femme qui est une bête politique. Excusez-moi le terme. Oui. Ok? Donc, bravo à elle, parce que elle dit de manière policée, dans un langage apaisé, ce que nous disons sur ce plateau. C'est-à-dire, sans véritable consensus républicain, la Côte d'Ivoire et M. Ouattara foncent droit dans un mur, avec les conséquences que cela pourra avoir plus tard. Mais nous avons tout dit, Edmond l'a superbement bien dit. Jodel Caillot également. Jodel, excusez-moi, le prénom Jodel me fouette de temps en temps, Jodel Caillot, dire que c'est la force du problème. M. Ouattara est un menteur. Un bouffeur. Il n'est qu'au service de la France. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a toujours parlé d'Yamoussoukro. Pendant la campagne électorale contre Gbagbo, Ouattara dit, si je prends le pouvoir, dans les mois qui vont suivre, je vais moi m'installer à Yamoussoukro. Ouais. Parce que la capitale politique de la Côte d'Ivoire, en réalité, c'est Yamoussoukro. Ouais. Il dit, en hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dit M. Faute-Boigny, et c'est pour ça qu'ils ont créé le RHDP, qui est en réalité le rassemblement des sous-poétistes, soi-disant. J'irai m'installer à Yamoussoukro. Il a son 3e mandat. Il est toujours à Abidjan. Yamoussoukro est complètement délaissé. Désert. Délabré. Délabré en plus. D'où le coup politique de Conan Bédié, n'est-ce pas, le fils samedi dernier. Oui, c'est pour dire, vous voyez, voici le véritable héritier de Faute-Boigny qui rend hommage au fameux sur le plan de la symbolique. Mais, une fois de plus, je vous le dis, Steve, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il y aura un passage en force en Côte d'Ivoire. La militarisation, avec le renforcement des troupes françaises, augure de ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si M. Ouattara pouvait parler d'un bénéfice qu'il avait, parce qu'il avait autour de lui certaines composantes politiques, n'est-ce pas, des personnalités politiques et de leur groupe politique qui étaient autour de lui. Contre Gbagbo, je parle de Guillaume Soro, Marguerite Ouakes, Conan Bédié, mais sans oublier les autres supplétifs, les Tano, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce monde est parti. Mais non seulement ils sont partis, ils sont en opposition violente contre M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, le camp de Gbagbo, si on peut appeler ça comme ça, s'est trouvé de manière, j'allais dire, opportuniste, renforcée. Comment il va faire ces élections? Il va les faire tout seul? Je vous ai dit que M. Affi ne représente absolument rien. Pascal Affi N'Guessan, il est venu au Cameroun. Nous l'avons reçu ici, à Douala, dans les journées d'amitié UPC-FPI. Oui. Je me souviens. Ils étaient 3. Affi N'Guessan, Premier ministre, M. Assou Adou, l'actuel secrétaire général de FPI, et William James Atebi, un député, malheureusement, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et quand je le conduisais dans les studios d'une télévision concurrente, STV, pour dire son nom, nous étions dans le même ascenseur, il me dit, camarade parfait, vous faites trop d'idéologie. Faites un peu de politique. Et je lui pose la question, mais monsieur le Premier ministre, camarade, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, vous êtes trop dur vis-à-vis de la France. Il faut chercher à aménager des voies
Apaiser votre discours. Avec la France. Nous voyons. Donc, quand Hollande est venu et a dit à Afi, viens là, il s'est précipité. Parce que selon lui, il faut toujours avoir l'onction de Paris pour faire de la politique dans le précaré France-africain. Mais voilà où nous sommes. Ça à la nous dernière mène. élection, Oui. il vous a parlé de 5%. Mais il faut se voir, l'école électorale était combien? C'était l'une des élections les plus boycottées d'Afrique. Celle qui vient là, elle sera non seulement boycottée, mais elle sera contestée violemment dans la rue. Et ça, l'Afrique et la Côte d'Ivoire n'en avaient plus besoin. Jodel, je vais vous poser une question. On y manque encore 5 minutes pour sortir de cette édition. Une question. Pourquoi est-ce que l'opposition de la France-Afrique a toujours besoin de l'adoubement de la France? Parce que même dans l'opposition, tout le monde envoie les gens voyager pour aller voir la France. On va dire, c'est moi le président élu, c'est moi le pape, c'est moi Dieu. Aller faire des métiers à Paris. Voilà. C'est parce qu'ils proviennent tous d'un même moule. Hein. Ils proviennent tous d'un même moule. Je l'ai dit tout à l'heure avec Fouette, on a l'impression que depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, tout se passe par le même moule. On ne peut pas faire croire aux gens qu'il y a des nouveaux dans cette bagarre-là. C'est les mêmes qui créent des partis ici, on prend les mêmes, on recommence, on essaie d'édulcorer un peu, de temps en temps on fait un peu de jeu politique, etc. On amuse la galerie et de temps en temps on demande à son parent français, est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas? Parce que d'une manière ou d'une autre, on a des accointances, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous n'allez pas régner votre histoire. Quand le papa recevait le président français, forcément le premier ministre était là, il a aussi créé sa part de réseautage, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut faire une table rase et essayer de, même si c'est très difficile à le faire, et je suis très idéaliste, mais c'est possible. Il faut faire table rase et essayer de prendre des nouvelles graines, des plantes. Cela veut dire que oublier carrément la vieille génération et prendre une nouvelle génération. Pas oublier, mettre cette génération de côté. Oui. On ne peut pas oublier notre histoire. Ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas oublier, mais on les met de côté. Je voudrais revenir sur... je suis une femme, je ne peux pas laisser passer Madame Barbon ainsi. C'est une dame qui a été humiliée au plus haut point, mais qui aujourd'hui est restée la même dans ses convictions, dans son discours. Et ça fait comprendre qu'en politique, on peut rester constant sans avoir peur des représailles en disant quand je serai molesté, on va, comme vous l'avez dit, toute l'opposition n'est pas forcément à la solde de la France. Non, voilà une dame qui a été malmenée, qui a été humilier son époux, elle, mais qui aujourd'hui est là, les hommes autour d'elle, qui tient un discours cohérent, qui demande à cette opposition-là de s'asseoir. Parce qu'il faut le savoir, c'est aussi une question de consensus et on a du mal dans nos pays à avoir ce consensus-là. Vous voyez, même au niveau du Cameroun, l'opposition, quand on demande de s'asseoir tous ensemble, c'est une autre problématique qui va engrainer d'autres problèmes, etc. Une opposition qui ne peut jamais être unie. résolue. Ouais. C'est très idéaliste à elle de leur demander, mais ce n'est pas impossible. Je crois que c'est une piste de sortie de cette crise qui s'annonce en grande pompe. Albert Anatola ici, finalement, Henri Konan Bédié, malgré ce qu'il a fait samedi dernier du côté de Yamoussoukro, pour vous, ne sera pas président de la République. Malheureusement, je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal, mais quand vous voyez le déroulé du processus électoral, j'ai peur que non. Déjà, quand vous avez en face de vous un adversaire qui a tous les outils de la forfaiture, et vous payez encore le luxe d'aller en rang dispersé, ça vous fragilise davantage et ça a pour conséquence d'émietter les voix des uns des autres, des électeurs des uns et des autres. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que Henri Konan Bédié, je crois que c'est une chauve-souris politique aussi, hein, parce que il ne peut pas dire qu'il est le fils de l'autre alors qu'il ne peut pas prétendre vouloir amener la rupture et marcher sur les plates-bandes, n'est-ce pas, de la France-Afrique, c'est-à-dire de son père. Et je crois que tous, comme je l'indiquais tantôt, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il n'y a pas, malheureusement, d'alternative sérieuse en Côte d'Ivoire, quel que soit le personnel qui va sortir de la fumée, de l'enfumage électoral, n'est-ce pas, du 31 octobre prochain. Il n'y aura pas d'alternative sérieuse, il faut le dire. Écoutez, la France a besoin de payer ses grabataires, comme je l'ai indiqué tantôt. La France a besoin de payer... Ses chômeurs? Non, ses chômeurs, d'entretenir ses dom-toms. Eh bien, il faut donc justement venir chercher ces moyens quelque part, et c'est en Afrique. Parce que si maintenant, la France perd pied en Afrique, c'est terminé. Moi, j'étais scandalisé hier, j'ai suivi une émission dans une télévision hexagonale, CNews, pour ne pas
le nommer. Il y a un certain, je crois, c'était M. Zemoun, que j'ai trouvé très irrespectueux vis-à-vis de l'histoire de la colonisation en Afrique, avec tous les rabats que cela fait. Il est coutumier du fait. Ça, je l'ai trouvé très irrespectueux. J'ai trouvé cela irresponsable. C'est une attitude qui contribue à justement à faire monter le sentiment anti-français, et à raison du côté de l'Afrique. Pour chuter, je voudrais dire une chose. C'est quoi? Éric Zemmour, il ne fait que ça. Je voudrais m'aligner dans ce que vient de dire Madame Babo, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une sainte colère à Abidjan au soir du 31 octobre prochain. Dans tous les cas, les jeux sont pipés. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Patient Parvedo, merci. Merci. Edmond Kuate, merci également d'avoir été là. Merci. Jodel Caillot, merci également d'avoir été là. Albert Anatola ici, merci. Laisse-moi lire quelques messages avant qu'on ne se sépare. Bonjour, excellente émission de l'IBS Matin. Merci beaucoup pour le thème. Merci beaucoup pour la lucidité et la pertinence du plateau. Je suis Antoine de Mario Bida Yaoundé. Soyez tous bénis. Félicitations à Madame Jodel Caillot. Merci à vous. Bonjour tout le panel, est-ce que nos présidents de l'espace francophone comprennent tout cela ou pas? Quand moi j'entends parler de la France, j'ai la trouille, ce sont des gens paresseux, Koumou Papin depuis le Togo. Bonjour DBS, vraiment il y a des malades mentaux en Afrique et c'est eux qui prennent le siège à la CEDEAO. Je pense qu'on doit fermer cette institution ou carrément radier les pays francophones qui sont des handicaps pour le continent, et ça depuis Lomé au Togo. Bonjour à vous sur le plateau. Tous les Africains des pays d'Afrique doivent descendre dans la rue. C'est quel continent ça, où les jeunes n'ont pas d'avenir? C'est Machiavel qui nous écrit. Bonjour le panel. La solution actuellement est très simple. Maintenant que Konan Bédié, Kakabe et Afinguessan démissionnent en bloc et que Draman de Ouattara aille seul à cette élection. C'est ce qu'il propose. Steve, bonjour DBS la matinale. C'est Thompson Errand depuis Bédié à Douala. Pour la thématique de ce matin, je vais dire de prime abord que Bédié ne sera pas président. Pour la simple raison qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Steve, nous comprenons le jeu trouble de la France qui fait croire à l'opinion internationale qu'elle ne soutient pas Ouattara. Draman dans sa forfaiture et déclare avoir interdit Monsieur Draman Ouattara de l'Elysée, mais c'est de la poudre aux yeux des Africains. La France soutient Ouattara, Draman corps et âme parce qu'il est le seul garant des intérêts de la France. Steve, je m'arrête ici. Vraiment que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des moments très difficiles, une fois de plus de leur histoire. Que le Seigneur des Armées veille sur la Côte d'Ivoire. Très bonne journée à vous sur le plateau Thompson et Ham depuis Bédi, ici à Douala. Salut DBS matin, monsieur Ndo Matouf, tout à fait rationnel et constant dans ses analyses depuis que je l'ai découvert sur Afrique Média. Le parallélisme avec le Cameroun est plausible et le rôle pernicieux de Paris a été évoqué avec brio. En passant, j'espère que monsieur Ngo se consacrera un débat sur les futures élections au Cameroun. Question de faire le ménage devant sa cour. Merci Max 21. Ne vous inquiétez pas, j'en fais toujours. Hein. Peut-être que vous ne nous regardez pas. Mais Coben nous dit Guy, bonjour DBS. Où est l'homme fort, le président Banakani? Hector Achille Mengue, bonjour à toute l'équipe d'IBS, la matinale. Longue vie à vous. Mais Copen Guy, Bia, c'est le chef suprême de tous les présidents d'Afrique, le sage même. On vous a suivi également. On vous comprend. Je supplie tous les Camerounais soucieux de la paix dans le pays d'aider l'armée le 22 en boxant à coups de marteau les idiots qui oseront sortir. Bon, non, c'était pas le sujet. Borrell, Biden, pardon, parler de l'avenir du Cameroun, il y a péril, on demeure. Touré, Laz, regardez. Non, là encore, c'est des insultes qui se font sur Facebook. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toute l'équipe, merci à la direction. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition, s'il plaît à Dieu. Restez sur DBS, l'information y est en continu. N'oubliez surtout pas, il ne faut jamais croire à l'homme politique parce que quoi qu'il advienne, eh bien tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait a été programmé et surtout assuré. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.